Donc, le bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la terrariophilie, qui est une de mes passions et qui est une passion de pas mal de gens dans le monde, même si ce n'est pas une des passions les plus présentes. Et donc, on va directement commencer dans le vif du sujet par le sommaire de cette conférence. Donc, on va commencer par déjà définir ce que c'est que la terrariophilie. Pourquoi est-ce que différentes personnes peuvent aimer ça? C'est-à-dire que, enfin, toute passion a un intérêt, et donc on va voir quels sont les principaux intérêts de cette passion. Il y a un passage sur l'introduction à la domestication, qui de base avait été réalisé par, Caroline, mais qui ne pouvant pas être là ce soir, je vous mettrai le lien de la partie, de l'ancienne conférence où elle l'avait fait en découpé pour que vous puissiez y avoir accès. Le mieux, c'est qu'on enchaîne directement la conférence et que vous alliez le voir après ou un autre jour, enfin quand vous voudrez. On parlera du stress sur les animaux, en thérapie, même si, techniquement ça s'applique à tout être vivant. On verra les règles d'or de l'élevage de certaines espèces puisque je pense que ça reste intéressant. On verra la partie législation, parce que, bien entendu, comme beaucoup de choses, la théophilie est régie à différentes lois. On verra un peu quelles sont les différentes grandes enseignes et grands élevages. Vous aurez accès à un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi. Ça, c'est juste pour pouvoir vous mettre des compétences. Enfin, c'est surtout pour le fun. On aura un premier bonus numéro un, donc je vais pas vous spoiler, et un petit bonus numéro 2 parce que bah, il faut bien que ça soit intéressant. Enfin, parce que voilà. On commence donc avec qu'est-ce que la thérapie? Donc tout d'abord, comme précisé dans l'introduction, c'est une passion qui consiste à mettre en place un terrarium dans lequel on va faire vivre des choses et avoir un certain contrôle dessus. Alors, dit comme ça peut sembler assez abstrait, mais l'idée, c'est qu'on va reproduire un environnement qui se veut plus ou moins naturel, dans lequel il va toujours y avoir quelque chose de vivant, et on va avoir un certain contrôle sur cette chose de vivant et on va pouvoir l'observer etc. La base de la terrariophilie, ça reste donc le terrarium, dont le nom est issu. Ce qui fait que, on en distingue de différents types et donc là, je vais parler vraiment du terrarium en tant qu'objet et donc en tant de ce qu'on peut en faire. On en trouve par exemple comme, les terrariums en verre que vous pouvez trouver en haut à gauche, les terrariums en bois en haut à droite, les terrariums en plastique en bas à gauche et les terrariums en PVC en bas à droite. L'intérêt des différents terrariums, parce que dit comme ça peut paraître, assez utile, c'est que, les différents terrariums n'ont pas forcément tous le même prix, mais n'ont pas forcément tous la même aération ni la même rétention de chaleur. C'est-à-dire que si vous voulez avoir dedans une faune et une flore qui vit, à des températures plus fraîches, ça sera plus difficile avec un terrarium en PVC qui retient beaucoup la chaleur, puis et ça sera beaucoup plus facile dans un terrarium en verre dont la chaleur part assez vite. Et donc une fois qu'on a vu ça, on peut donc passer sur un petit débat qui, même si on va pas l'aborder ici puisque c'est pas l'objectif, sur les terrariums naturels ou artificiels. Puisque, lors de l'élevage des différents animaux ou plantes en terrarium, il y a différents styles de personnes qui se partagent entre terrain naturel et terrain artificiel. Et c'est là où on fait une grosse différence entre les deux, puisque différentes personnes réalisent des terrains dits naturels, dans lesquels on retrouvera beaucoup de plantes, dans lesquels on retrouvera beaucoup d'éléments naturels comme des écorces, des branches, des pierres. Et l'idée est vraiment de reproduire comme si on avait un bout de forêt et qu'on l'avait chez soi, quoi. Et le terrain artificiel, quant à lui, consiste à pouvoir faire vivre, par exemple, une espèce animale de façon à que ça plaise plus à la personne qui crée le truc, sans forcément que ça embête l'animal. Mais ça sera par exemple avec, des décorations en forme de petites grottes en plastique, des crânes, un peu des caractéristiques, si on peut dire, d'un terrarium, de savoir si on veut faire du naturel ou de l'artificiel. C'est en partie à la base de la passion. Donc, on peut se demander pourquoi élever des animaux ou des plantes en terrarium, mais à ça on peut répondre plusieurs arguments. Tout d'abord, un terrarium, c'est quand même, un bout d'écosystème, donc un bout de nature, dans lequel on va pouvoir voir les choses évoluer, grandir, pousser, mourir, se nourrir et ça même avec des plantes, c'est déjà très intéressant et avec des animaux qui vont être actifs, ça va être encore plus, puisqu'on va voir comment est-ce qu'ils vont chasser, comment est-ce qu'ils vont se déplacer, comment est-ce qu'ils vont interagir avec leur environnement et c'est personnellement, ce que je trouve d'extrêmement intéressant. Ensuite, il y a aussi le côté esthétique puisqu'un terrarium quand c'est bien aménagé, c'est juste, magnifique, comme vous pouvez le voir, sur les images, actuellement. Je me permets de faire une petite liste des animaux élevables en terrarium. Tout d'abord, on y retrouve des vertébrés et des invertébrés, puisque les 2 peuvent être élevés et dans les vertébrés, on retrouve principalement des lézards et des serpents, même si on peut y aussi, même si on peut aussi voir des terrariums pour tortues, même si on va dire que, c'est plus compliqué pour différentes raisons, parce que les tortues demandent de la place et cetera. Mais je vais pas c'est pas une conférence sur les tortues, c'est une conférence,
sur la théorie en général, donc on va pas s'attarder sur le moindre petit détail. Et donc sur les invertébrés, on peut comment dire? On va retrouver aussi, donc tous différents insectes de tout type, des myriapodes, donc les myriapodes ce sont, généralement ce qu'on appelle les mille pattes, même s'ils n'ont pas réellement 1000 pattes. Les crustacés, donc là par exemple les cloportes ou des petites espèces de crabes, terrestres. Les arachnides, comme, les différentes araignées ou les solifuges ou plein d'autres choses. Et ou encore les mollusques comme, des escargots. Et là je peux donner un exemple un peu plus concret parce que c'est toujours assez drôle. Les espèces d'escargots les plus élevées en thérophilie sont généralement les acatina, qui sont des escargots venant d'Afrique, qui peuvent dépasser 20 centimètres. Et donc c'est vrai que c'est assez drôle de voir des escargots de plus de 20 centimètres de coquille, c'est pas courant et c'est assez marrant. Donc je vais dès maintenant mettre, je vous mettrai à la fin, de la conférence le lien de la partie sur la domestication faite par Caroline, puisque c'était une partie très intéressante où elle expliquait beaucoup de choses et que, malheureusement c'est pas du tout ma tasse de thé, donc je vais pas pouvoir, vous la expliquer. Donc je vous laisserai aller voir ça après pour que vous puissiez, profiter de ce moment. Je voulais donc aussi parler dans cette conférence, du stress, puisque, le stress est un élément extrêmement important de la vie, d'un animal, que ça soit dans la nature ou dans la captivité ou en captivité, et ça même chez les humains qu'on peut aussi le retrouver. Et donc, le stress, se différencie donc en 2 catégories, le stress ponctuel et le stress chronique. L'idée du stress ponctuel, c'est que c'est, quand un animal, par exemple, va voir un prédateur et qu'il va donc avoir besoin d'avoir une réaction immédiate et qu'il va concourir vraiment pour sa survie. Donc ça va être, ce qui va provoquer tous les mécanismes de défense. Par exemple, pour, conserver un lien avec la terrariophilie, c'est quand, par exemple, on décide de sortir un animal de son terrarium. Il va pas toujours être très bien, il pourra montrer des signes d'agressivité, de défense et de ça. Ce qui peut être par ailleurs très intéressant, il y a beaucoup d'espèces, qui ont des comportements de défense juste incroyables et je pourrais donner des petits exemples et je pourrais passer des petites vidéos assez impressionnantes sur YouTube. On retrouve aussi le stress, chronique qui lui par contre est quand l'animal est dans de mauvaises conditions de vie. C'est-à-dire que, il se retrouve dans un terrarium par exemple, si on prend l'exemple de la captivité trop petit, où il fait trop chaud, il fait trop froid et on voit pas forcément les effets sur le court terme sur l'animal. C'est-à-dire que l'animal va pas d'un coup se mettre à avoir des symptômes de maladie, mais ça va arriver sur le long terme et au bout de quelques mois, ça peut entraîner jusqu'à la mort de l'animal et ce qui est un peu assez problématique, c'est qu'on ne voit pas forcément directement ces petites choses arriver. C'est pour ça que, il faut toujours penser à avoir les meilleures conditions de vie pour ces animaux, puisqu'il faut imaginer que plus ils sont mieux ils sont, moins ils seront atteints par le stress et voilà. Et pour donner un exemple, que j'avais déjà entendu, parce que le stress ponctuel peut paraître comme ça un peu, comment dire? Méchant vers l'animal, c'est lui faire peur. Il faut imaginer qu'un animal, qui subit, qu'on va manipuler tous les jours, qui va subir un stress ponctuel tous les jours, va pouvoir vivre 15 ans sans aucun problème, tandis qu'un animal qui vivra dans de mauvaises conditions, mais qui sera laissé tranquille, mourra au bout de quelques mois, alors que les 2 ont au final reçu un stress, mais pas le même type. Donc il faut toujours essayer de maintenir ces animaux dans les meilleures formes possibles. Je vais maintenant, parler de ce que j'appelle les règles d'or de l'élevage. C'est-à-dire que, quand on veut élever des animaux ou des plantes, il faut toujours, on va dire qu'il faut toujours il y a toujours différentes règles qui sont, entre guillemets, «à poser». La première, c'est le plus c'est grand, mieux c'est. C'est-à-dire que quand on a un terrarium, il faut toujours imaginer qu'on peut trouver des dimensions entre guillemets «minimales» pour que l'animal ou les plantes puissent s'y développer. Le problème, c'est que si on a ça, ben, si on a encore plus grand, c'est encore mieux. C'est-à-dire que l'animal aura plus d'espace, pourra plus explorer et donc il faut toujours, chercher à avoir un espace un peu plus grand si on peut. Une nourriture diversifiée, c'est-à-dire que ça, c'est toujours, le cas dans la nature, c'est-à-dire qu'un animal ne va pas se nourrir exclusivement d'une même chose. Et donc je prends vraiment les cas cette fois-ci des animaux, mais assez peu des plantes. Mais c'est-à-dire qu'un animal qui sera toujours nourri avec les mêmes insectes, par exemple, ou avec, les mêmes fruits, les mêmes légumes, ne vivra pas ne vivra enfin, n'aura pas un même système immunitaire, par exemple, qu'un animal qui aurait différentes variances, qui aurait l'habitude de chasser différentes choses et ça reste bien plus intéressant à faire. Et la dernière étape qui peut sembler être, qui est une référence à Jurassic Park, c'est le dépenser sans compter. Et en effet, c'est vraiment important, c'est-à-dire que, quand on se passionne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être, c'est comme dans toute passion, il faut vraiment être capable de pouvoir payer pour pouvoir, enfin, je dis pas qu'il faut pouvoir toujours payer pour pouvoir avoir ce qu'on veut, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on il est toujours préférable d'acheter quelque chose de très bonne qualité pour être sûr que l'animal il sera bien, plutôt que de vouloir, prendre à tout prix quelque chose, très abordable en termes de prix, mais où l'animal sera soumis à différents stress, chroniques. Et puis, c'est vrai que ça peut toujours être pratiqué, c'est comme ça qu'on voit des lampes de très bonne qualité, mais qui coûtent
plus de 50 € la lampe. Alors dit comme ça peut paraître énorme, mais ça se comprend tout à fait et c'est pour ça qu'il faut toujours, penser à avoir un budget quand même assez large pour un seul animal, enfin pour des animaux puisque et mais aussi pour des plantes puisque, leur santé entre guillemets en dépend. Je vais donc parler maintenant de quelques espèces assez simples que l'on peut, élever, en terrarium, puisque ça reste quand même assez intéressant de voir ça et donc je vais pouvoir vous parler de 3 espèces, Liphilium philippinicum, les Tenebrio molitor et Zanadenobolus monilicornis. Alors je suis désolé pour les noms, c'est pas toujours facile à prononcer, puis c'est pas ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il mieux vaut retenir, le fond et ce qu'on peut apprendre sur les espèces plutôt que juste leur nom. Donc on va commencer par les Phylum, philippinicum, qui sont donc des phasmes qui ont des formes de feuilles. Pour ceux qui sont actifs sur le serveur, j'en ai déjà posté quelques photos, à différentes reprises. Donc ce sont des phasmes qui, comme leur nom l'indique, sont originaires des Philippines, où ils vivent dans les différentes forêts. Ils se reproduisent par parthénogenèse et par reproduction sexuée, c'est-à-dire que les femelles sont capables, toutes seules, de concevoir des sortes de clones d'elles-mêmes, bien qu'il y ait toujours une légère modification génétique, ce qui permet quand même aux individus de pouvoir évoluer, mais plus lentement que par reproduction sexuée. Ce qui est, bref. Le terrarium, devra mesurer 30 par 20 par 45 minimum, avec une bonne aération pour éviter les trop pleins d'humidité. Justement, quand je parlais des aérations et des températures, c'est à peu près la même chose. Là, j'ai oublié de les préciser, mais effectivement, en termes de température, on tourne aux alentours des 20 à 25 degrés. Il faut éviter d'aller trop au-delà ou trop en dessous. Au niveau de l'alimentation, ces différents animaux sont de ronces, par exemple, de chênes ou de rosiers. C'est qu'on peut aller en couper, par exemple, en forêt ou en jardin. Il faut juste éviter de prendre à côté des routes pour les polluants, parce que c'est quand même pas toujours une bonne idée. Et en termes d'humidité, même vu qu'il y a une grosse aération, on fait une grosse pulvérisation, donc avec un pulvérisateur type, pulvérisateur de jardin, le soir pour pouvoir maintenir une hygrométrie le soir où les animaux vont être plus actifs et où la journée où ils vont être moins actifs, l'humidité va se rafraîchir, enfin va s'assécher, l'air va s'assécher et ça reviendra la nuit, ça fait des espèces de cycles. En termes de substrat, vous pouvez utiliser du sopalin, du musc de coco ou du terreau. Alors il y a des grosses différences entre les 2, c'est-à-dire que si vous partez sur du sopalin, le sopalin ça a l'avantage de pouvoir être facilement changé, de pouvoir permettre d'identifier rapidement les œufs pour pouvoir les enlever par exemple. Mais le problème c'est que ça fait pas du tout naturel et c'est vrai qu'un terrarium avec, des feuilles blanches au sol, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Ensuite il y a le musc de coco. Le musc de coco, c'est assez pratique, c'est assez acide donc ça permet d'avoir assez peu de développement bactérien. Et on va dire que ça fait assez naturel, même si je suis pas un grand fan et personnellement j'utilise plus du terreau, qui est donc vraiment de la terre, dans lesquelles les excréments et les œufs se mélangent et les feuilles mortes et ça fait quelque chose de très naturel et je préfère largement, ça plutôt qu'autre chose. Donc je vous mets quelques petites photos de spécimens. Alors, ceux-là ils étaient nés chez moi, donc maintenant la photo date un peu, donc ils ont un peu grandi et il y en a plusieurs, je pense de la photo qui sont maintenant adultes. Mais donc c'est à ça que ça ressemble quand c'est petit et voilà, sur des ronces. Je vais maintenant pouvoir parler donc des Tenebrio molitor, donc que vous connaissez souvent plus sous le nom de vers de farine, puisque ce sont ceux que les professeurs de SVT élèvent et de ça, et qui ont, on va dire des conditions d'élevage assez particulières et qui sont assez drôles. C'est-à-dire que, d'abord on les trouve partout sur la planète, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien en trouver en Europe, qu'aux États-Unis. Pour le terrarium, c'est une des rares espèces dont la taille importe peu. Il faut juste éviter d'avoir une surpopulation, et d'avoir trop de vers parce que c'est pas enfin, de vers et d'adultes, sinon ils vont s'entre-manger, enfin ça devient un bazar sans nom et donc mieux vaut prendre quelque chose de grand. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils se nourrissent de céréales et donc en fait, généralement, on place un mélange de farine, par exemple, avec du pain ou avec d'autres, céréales, oui, comme substrat et comme nourriture, dans laquelle ils vont se nourrir et donc il faut, et donc à ça, il ne faut surtout pas rajouter d'humidité, sinon ça va coller et ça va être un énorme, problème pour tous les vers qui se déplacent dedans. Donc le substrat, on en a parlé, effectivement, c'est principalement des céréales et pour l'aménagement, il faut penser à rajouter des petites cachettes. Donc là, on peut rajouter des petites plaquettes de carton pour les adultes qui ressemblent donc à des petits scarabées noirs qui se déplacent à la surface. Donc il faut penser à rajouter des petites plaquettes de carton, des petites branches, enfin, qu'ils aient de quoi se cacher un peu et pouvoir éviter les trucs, les regards extérieurs. Je vous mets une photo à gauche d'un d'une larve et à droite d'un adulte
et je pense que vous pouvez passer donc à la 3e espèce, les Anadenobulus monilicornis. Ce sont donc des gules, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont donc des myriapodes et qui ressemblent à des mille-pattes. Alors l'expression mille-pattes est pas forcément toujours très adaptée, donc bref, qui viennent et donc ce sont des donc on va appeler ça des gules généralement, donc qui viennent des Caraïbes. Elles se nourrissent de fruits, de légumes, de feuilles mortes et de bois morts. C'est vrai que la majorité, voire même en fait toutes les gules sont, détritivores, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir justement des feuilles mortes et du bois mort. Et donc c'est pour ça qu'il faut composer donc, comme substrat d'un substrat assez particulier, puisqu'on va mélanger du terreau ou de l'humus de forêt ou ce genre de choses, avec une grosse quantité de feuilles mortes et de bois mort, pour pouvoir avoir quelque chose dont l'animal va pouvoir se nourrir et qui ressemble à ce qu'il y a sur une litière quand vous allez dans la forêt. Et donc, au niveau du terrarium, ce sont des toutes petites espèces, c'est-à-dire que ce sont ils font 6 centimètres, enfin, c'est-à-dire que ce sont des gules qui font un peu plus de 6 centimètres, c'est pas grand-chose. Et donc, un terrarium de 20 centimètres par 20 centimètres par 20 centimètres suffit, mais il faut quand même avoir une bonne aération pour éviter les trop pleins d'humidité, puisque c'est toujours un problème qui peut poser pas mal de maladies aux animaux. En termes d'aménagement, on peut utiliser différents objets type, naturels, donc comme des écorces, des pierres et de la mousse pour pouvoir, créer des cachettes, puisque ce sont des animaux assez timides qui vont avoir besoin de pouvoir se planquer et qui en plus du substrat dans lequel ils vont creuser, vont pouvoir, chercher une forme de protection sous ces écorces et ces pierres. Donc je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble puisque, bah, voilà, et donc c'est assez joli, enfin c'est un mélange de rayures noires, et jaunes, mais si bon, je peux comprendre largement que des personnes, ne trouvent pas ça attrayant et c'est leur choix. Et donc, on passe maintenant à la partie législation. Et donc, il y a principalement un titre, entre guillemets, enfin, un certificat qui est possible d'obtenir légalement en rapport avec la thalassémie. C'est le fameux certificat de capacité, qu'on abrège en CDC. L'âge pour le passer dépend du département, contrairement à ce que j'ai pu dire pendant ma première conférence. C'est-à-dire que, par exemple, si je me trompe pas, dans différents départements du Nord, c'est à 16 ans, tandis que dans d'autres, c'est à 18 ans, enfin, ça dépend complètement du département. Et il y a différents types de CDC, c'est-à-dire que à partir d'un certain nombre d'animaux, type, lézards, serpents et ça, on ne peut plus en acquérir d'autres. À ce moment-là, il faut avoir un CDC pour prouver qu'on est capable de s'occuper de plus de ce nombre d'animaux. Et on peut aussi passer un CDC pour les animaux dits dangereux ou pour les animaux en voie d'extinction. Pour les animaux dangereux, c'est sûr qu'on va pas, enfin, il est préférable de ne pas laisser une personne qui n'a aucune expérience, pratique avec des animaux potentiellement mortels, puisque, même si ces animaux ne sont pas forcément dangereux quand on les connaît et quand on sait comment les appréhender, il est préférable toujours, d'avoir de quand même connaître un peu l'animal, d'en avoir déjà vu, d'en avoir déjà manipulé, d'avoir, vu avec d'autres professionnels qui en ont pour pouvoir, les avoir. Et les CDC pour les animaux, en voie de disparition servent principalement puisque différentes espèces sont menacées d'extinction dans la nature. Et donc, si elles restent, «ouvertes» entre guillemets à la vente libre en zoophilie, à cause du prélèvement dans la nature, ces espèces pourraient disparaître. Et donc c'est pour ça qu'elles sont soumises au certificat de capacité pour que seuls des professionnels puissent en apporter un tout petit peu, de façon à que ça ne modifie pas vraiment ce qui se passe dans la nature et que cette légère importation puisse, permettre aux animaux prélevés de se reproduire en captivité et donc de pouvoir potentiellement rediffuser ces souches et donc avoir une sauvegarde de l'espèce, une connaissance bien plus large, du grand public. Je me permets de rajouter ce petit tableau qui présente, le nombre maximum, d'espèces, selon les enfin du nombre maximum d'animaux selon les espèces et selon les genres. Donc, vous pouvez cumuler jusqu'à 3 boa constrictors, 25, petites lézards de plus d'un mètre, 1,50 m, d'1,50 m pour les serpents ou de 40 centimètres pour les tortues et 10 pour les grandes espèces, attendez, j'ai dit une bêtise. C'est 25 pour les lézards de moins d'1 m, les serpents de moins d'1,50 m et les tortues de moins de 40 centimètres. Et à l'inverse, c'est 10 pour tous ceux qui sont supérieurs à ces normes. Et donc ça fait qu'on peut cumuler jusqu'à 40, de ces 3 des 3 classes. Pour les amphibiens, il n'y a pas de règle particulière à part que vous pouvez pas cumuler plus de 40 amphibiens. Je précise, c'est bien sûr adulte, parce que si les gens qui ont qui ont des animaux qui se reproduisent et parfois ça peut devenir très envahissant et c'est sûr que si les 60 petits qui sont nés dans l'année sont considérés là, ce serait vraiment embêtant.
Et pour les autres espèces animales, comme par exemple les insectes ou les arachnides, il n'y a aucune législation. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas dangereux, donc tant que les animaux ne sont pas sous certificat de capacité, vous pouvez en acquérir autant que vous voulez. Et à partir de là, vu qu'il est possible d'acheter ces animaux, il faut bien se douter qu'il y a des grandes enseignes et des élevages qui, les vendent. Et c'est pour ça que, je me suis permis de faire un petit, tableau répertoriant les plus grandes enseignes et grands élevages en France. Donc sur les vertébrés et invertébrés, on retrouve par exemple la ferme tropicale, qui sont donc, considérés presque comme les leaders du marché en France. Reptiling, Bebesaurus et Reptilis. Alors, ce sont 3 boutiques différentes, mais je les ai regroupées en une puisqu'elles sont, entre guillemets «du même groupe». Terrario Center, qui est une autre boutique, et Bionac. Et les entreprises qui vendent seulement des invertébrés, on retrouve par exemple Arthropodia, E-Bugs, Anticipation ou la ferme Coléo. Ce qui est assez intéressant, c'est que la majori enfin toutes ces enseignes font de l'envoi d'animaux. Ça veut dire qu'en passant par certains transporteurs, vous pouvez envoyer légalement des animaux, mais à partir de ce moment-là, c'est avec des grandes caisses en polystyrène, pas mal des chaufferettes et pas mal de matériel pour que les animaux puissent être, transportés dans les meilleures conditions. C'est pour ça que généralement les prix des frais de port pour, l'envoi d'animaux vivants montent rapidement au-dessus de 50 €. Sauf dans le cas des invertébrés où, même si techniquement ce n'est pas légal, les gens préfèrent envoyer par chronopost dans des cartons bien taqués pour pas qu'ils bougent au moment, des périodes plutôt estivales. Donc je vais vous demander si vous avez bien suivi et c'est pour ça que je vais me permettre de vous donner un petit lien vers un quiz qui normalement vous servira à, à pouvoir tester vos connaissances sur le sujet. On va pouvoir reprendre et donc avec la première entre guillemets «activité» un peu, intéressante, je vous propose de débattre dans la joie et la bonne humeur sur les sélections chez les reptiles. Alors je vais vous expliquer rapidement le contexte pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez, participer par exemple via le via le chat. L'idée, c'est que chez les reptiles, il y a eu énormément de sélection puisque dès qu'un animal présente une petite caractéristique au niveau de son aspect, cette petite caractéristique va être sélectionnée par les éleveurs qui vont le reproduire, garder les descendants qui ont des petites caractéristiques et donc ça fait qu'aujourd'hui, en partant d'animaux, qui sont, complètement, comment dire? D'animaux qui sont peut-être complètement orange et qui se camouflent parfaitement dans leur décor aujourd'hui, on va les retrouver en jaune flashy, en noir, en blanc, avec des couleurs complètement extravagantes et avec, des motifs, si on peut dire. Et je viens vous demander le débat puisque en thérophilie, il existe entre guillemets 2 écoles, bon techniquement 3 parce que tout n'est pas toujours, ni tout noir ni tout blanc. Mais je voudrais vous demander ce que vous en pensez vous, puisque, ça reste un sujet assez intéressant, puisque chacun est libre de penser ce qu'il veut, puisque, en soi, c'est un peu de la alors c'est pas vraiment le terme, mais on fait de la sélection pour garder les animaux les plus jolis et si on essaye de comment dire? De conserver enfin, si on essaye d'observer l'animal dans son milieu naturel, soit il vaut mieux qu'il ressemble à ce qu'il ressemble dans son milieu naturel, sinon c'est pas forcément intéressant. Mais en même temps, on peut dire que ça change pas grand-chose, au comportement de l'animal et donc c'est pas important. Et aussi que que certaines sélections engendrent des maladies chez l'animal comme par exemple les certaines espèces de geckos qui possèdent, une, qui possèdent par exemple le gène dit Enigma. Et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Où est-ce que vous vous placez là-dessus? Et je trouverais ça très intéressant. Mais je vous laisse en discuter encore un peu, mais bon, je pense que ça risque d'être assez rapidement tranché donc à moins que vous ayez d'autres, remarques à ajouter, je vais pouvoir vous donner personnellement mon avis. En effet, comme ce qui a été dit, c'est-à-dire que je ne vais pas complètement cracher sur la sélection, c'est-à-dire que je comprends largement que des gens veuillent faire ça. Néanmoins, si je dois prendre un animal pour le voir évoluer dans un milieu qui est naturel, je préfère personnellement qu'il ressemble à ce qui ressemble dans la nature. Et il est vrai que, en effet, il y a certaines mutations seulement qui peuvent donner différentes maladies, mais malheureusement, elles sont heureusement plutôt, elles sont assez peu fréquentes, mais voilà. Donc, je suppose que, on est fini sur cette partie. Donc je vous propose de passer maintenant à la partie
Bonus numéro 2. Alors là, je n'ai pas mis le nom parce que c'est un peu plus délicat. Et je vous propose ensemble, bon, je ne vais pas vous le demander chez vous, mais d'aménager. On va essayer d'aménager en direct un terrarium, puisque c'est une expérience assez sûre. Je vous ai beaucoup parlé de théorie, mais pas assez de pratique. Donc je pense qu'il est assez important quand on peut en faire, d'en faire. Donc, je vais vous permettre d'allumer ma caméra, de trouver un bon angle pour la placer, pour pouvoir lancer tout ce qui se passe. Alors, donc, je vais essayer de trouver le recul pour que ce soit plutôt agréable à voir. Donc, on a sous les yeux un modèle de terrarium, donc c'est ce qu'on appelle une faunarium, donc ce sont des terrariums en plastique qui ont des dimensions assez relativement petites et qui sont par exemple élevés qui sont généralement utilisés pour l'élevage des invertébrés, puisque c'est assez pratique, puisque beaucoup d'insectes ça ne demande pas énormément de place, ça a une belle aération, ça coûte pas forcément ultra cher, donc c'est assez pratique pour ce genre de cas. Donc la première étape, ça va être de commencer par disposer le substrat. Donc le substrat, c'est tout ce qui va être la partie sol. Et donc je me propose d'utiliser un bête terreau, mais l'idée, ça va être quand même de placer. Attendez, je pose juste la petite lampe pour qu'on voit un peu mieux, même si voilà, ça dans quelques instants. L'idée, ça va être quand même de placer un décor un minimum. Enfin, on va essayer de ne pas faire quelque chose de plat, puisque on va dire que dans la nature, on trouve assez peu de plats et c'est quelque chose d'assez dommage d'avoir des terrains complètement plats. On va essayer de créer du relief et faire un peu de relief là-dedans. Donc, la première étape, c'est quand même d'ouvrir le bac, sinon ça va pas passer. Et donc, généralement, on procède en commençant par mettre directement tout le substrat à l'intérieur et c'est après qu'on va terminer la main. Donc, dit comme ça, effectivement, ça se voit que ça fait sur 20. Alors, le terrain fait environ 20 centimètres de hauteur. Et donc, ça fait que l'idée, ça va être quand même d'avoir presque une moitié de substrat pour pouvoir faire quelque chose de très épais dans lequel des plantes pourraient pousser sans aucun problème, elles auraient de la marge. Et donc, pour essayer de faire une pente qui montrait vers l'arrière. Ce qui fait visuellement un effet assez beau, puisque c'est assez. Comment dire, là, je sais que là, vous voyez peut-être l'espace qui est plus haut, mais donc on va dire ça fait un effet assez monté, assez prodigieux. Enfin, et donc ça fait que quand on le regarde de l'avant, ça rend assez bien. Maintenant, la deuxième étape la plus importante directement, ça va être du coup reproduire un. Ah oui, oui, j'aurais peut-être dû penser à ça. On va essayer de reproduire un milieu forestier, type tropical. Donc, on va avoir besoin d'une litière. C'est pour ça que je suis allé chercher, en plus d'éléments et des corps, je suis ce matin allé en forêt pour aller chercher des feuilles mortes et d'autres. Bien sûr, c'est bon, naturellement. D'abord, je vais récupérer tout ce qui est feuilles mortes. Donc, l'idée des feuilles mortes, ça va être de les disposer. Il y a des éléments des corps à l'intérieur, on va les serrer juste le temps de faire ça. Et donc l'idée, ça va être de répartir, comme dans la nature, comme quand vous baladez en forêt, on voit toujours qu'il y a des feuilles mortes partout par terre. Donc l'idée, ça va être de recréer cette litière, donc en mettant plein de feuilles mortes au niveau du sol. Donc là, vous voyez pas forcément bien, et j'ai l'impression que la qualité n'est pas géniale pour ça, donc je vais peut-être essayer de. Le problème, c'est qu'il fait assez sombre à l'intérieur, donc le problème, c'est que vous voyez plus mon écran que l'intérieur même, donc je vais essayer de. Donc une fois qu'on a ce petit décor comme ça, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que là, on a placé le substrat, les feuilles mortes. Il reste donc maintenant important de placer le reste du décor. Donc pour ça, on va commencer par les branches. Si dans la nature, on trouve des branches. Enfin, j'espère ne rien vous apprendre pour l'instant. Et donc avec un élément central entre guillemets de décor, même si maintenant je prends un peu qui risque de ne pas rentrer parfaitement à l'intérieur, qui est donc une assez grosse branche. Mais c'est pas trop mal de se tromper parce que je suis en train de me rendre compte que la branche est trop grosse pour pouvoir être
dedans, donc je vais être obligé, elle, de la retirer. C'est bête parce que ça faisait un bel élément, mais bon, je peux pas vraiment les voir. Mais c'est pas grave parce que j'en ai d'autres, un peu plus petites, à porcelain. Donc l'idée maintenant, ça va être de disposer ces différentes branches mortes pour pouvoir, former un décor assez naturel. Donc on va pouvoir, disposer donc maintenant les branches et comme objectif de créer un peu de relief et j'imagine c'est comme quand on voit des branches mortes dans la nature, il faut que ça ait l'air, assez, faut que ça ait l'air assez, un rendu assez naturel. On va pouvoir rajouter à ça des écorces qui vont, pouvoir, garnir le terrain et heu et donc à ces écorces, on va pouvoir rajouter des plantes qui sont une autre partie, puisqu'on va rajouter enfin quelque chose, une autre chose de vivante dans le terrain. Enfin, donc pour ça, je me suis permis de faire quelques petites boutures, histoire que ce soit vraiment fluide. J'ai trouvé un angle pour la caméra parce que c'est quand même assez particulier et donc je vais pouvoir passer différentes boutures de phytonia. Donc les phytonia, ce sont des petites plantes, qui ressemblent à ça. J'espère que vous voyez, donc on va pouvoir les disposer à des endroits où elles nous sembleront, assez jolies, c'est-à-dire, par exemple, l'idée ça va être de tester différentes positions jusqu'à trouver là où les boutures semblent bien se mettre. Donc là, vous la voyez pas forcément avec, les effets de lumière, mais elle est placée dans le coin en bas à gauche. Et après on va pouvoir remplacer d'autres, petites boutures à différents autres endroits qui vont se gratter un peu pour, trouver du place, par exemple. Et donc l'idée, c'est que ces fleurs de plantes, normalement, quand avec une bonne humidité, elles se développent assez vite et elles font un petit tapis, rouge qui peut être très joli. J'essaierai après de faire une petite, culture et bon, pour la dernière culture, malheureusement, je suis pas sûr qu'elle va réussir à reprendre parce que j'ai jamais vraiment, testé. Donc on va essayer de mettre une petite feuille, une forme dont j'ai oublié le nom juste là, même si là, malheureusement, vous ne voyez pas bien à cause du luminosité. Donc j'ai rajouté une petite branche qui traîne et je vais refermer le couvercle pour que la voir à quoi ressemble, à quoi ça ressemble. Et je suis vraiment désolé pour la qualité de la lumière entre guillemets, parce que c'est normalement enfin bref, pas comme ça que ça va juste se passer, donc je vais vous laisser admirer la vue en espérant que vous voyez bien. Et je pense directement pour éviter les problèmes liés au flou. Voilà un peu à quoi ça ressemble et donc ça ressemble à un vrai bout de forêt. Il manquerait juste un peu plus que les plantes se développent et que ça permette, la mise en place de tout ça. Donc je pense qu'on va pouvoir passer sur la partie questions-réponses.